Cerno, une anti-enquête. Épisode 73. Si on écoute les gens, on comprend quand même, non? Ioana Secarescu. Elle avait un vieux manteau en poil de chameau. Oh, j'ai été belle. Ouais. Tu veux un Schweppes? Moi? Oh, putain, quelle ambiance. On ne veut pas voir cela. Thierry Paulhan. C'est comme si on parlait à nouveau de Marie Bénard, l'empoisonneuse. Oh oui. L'être humain, c'est ça. Une sauvagerie inouïe, un appartement saccagé, L'amour. la mort et le vol d'une somme d'argent dérisoire. Je fais un podcast. Oui, vous êtes bizarre. Vous avez un chat noir? J'ai un chat noir. C'est une enquête de détective. Chacun d'entre nous a des monstres. Ah, c'est dangereux dans cet immeuble. C'est un étrange théâtre que tout cela. On verra bien où cette histoire nous mène. 3, 2, 1. Je suis encore chez moi. C'est le matin. Je suis en train de boire un café. Et j'ai une grosse journée d'enquête qui m'attend. Et malheureusement, j'ai assez mal dormi. Parce que cette nuit, j'ai rêvé de Thierry Paulhan. C'était la nuit. Il était dans mon appartement. Pas mon vrai appartement, mais un appartement assez immense, en rez-de-chaussée, avec un sol en béton et des grandes vitres partout, dans une ville, peut-être une ville nouvelle, assez déserte. Alors une grande partie du rêve s'est effacée, je sais pas très bien ce qu'il faisait chez moi, mais je sais qu'il était très maigre. Je savais que c'était un tueur, mais lui ne savait pas que je savais, et j'étais pas censé le savoir. Et j'avais envie qu'il sorte. J'avais vaguement peur qu'il me fasse du mal ou qu'il m'envahisse. Et à un moment, j'ai fini par réussir à m'en débarrasser. Je l'ai attiré dehors comme une guêpe. Il est parti, il avait quelque chose à faire. Et je refermais vite la porte à clé après son départ. Et là, je me suis réveillé et j'ai eu du mal à me rendormir. Ça fait déjà 2 ans que je travaille sur ce tueur. Et peut-être que ce rêve m'indique qu'il faut qu'il sorte un peu de ma vie. Maintenant, je dois me rendre dans une librairie du 9e arrondissement qui s'appelle Librairie Vendredi, parce qu'une auditrice, Lisa Doll, que j'embrasse si elle nous écoute, a découvert que le libraire, qui se prénomme Julien, comme moi, a, paraît-il, entretenu une étrange relation avec Ioana Secarescu lorsqu'il était adolescent. Beaucoup d'autres auditeurs ont ensuite trouvé l'info sur Internet et m'en ont parlé. Je termine mon café et j'y vais. « 3, 2, 1. Je suis donc rue des Martyrs, pas très loin de la rue Victor Massé, où logeaient Paulhan et Mathurin au moment où ils ont tué Ioana Secarescu. Je me souviens que j'avais rencontré une dame qui s'appelait Annick, juste à côté d'ici, qui vivait toute seule et qui souffrait de la solitude. Je sais pas si vous vous souvenez. Moi, c'est Annick. Dans le temps, j'allais danser. J'aimais la piscine. Je me demande ce qu'elle est devenue, cette dame. Et donc on n'est pas très loin non plus du 60 boulevard de Clichy, où vivait Ioana Secarescu. Bonjour. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger, je cherche un certain Julien. Un certain Julien? Oui. Je connais pas. On se rappelle. C'est pas le propriétaire de la librairie? C'est moi. Ah, c'est vous? Ah, bonjour. Enchanté, je m'appelle Julien, moi aussi. D'accord. En fait, il y a une auditrice qui m'a parlé de vous, une auditrice à moi, parce que elle a vu un article sur vous dans lequel vous citiez Ioana Secarescu. C'est vrai, c'est possible. Ça vous dit quelque chose, ce nom? Oui, ce nom me dit quelque chose, bien sûr. Ça me dit quelque chose, ça me rappelle des souvenirs d'enfants. C'est vrai? Oui, c'est une femme avec qui j'ai beaucoup parlé au téléphone et qui m'a beaucoup écrit, je crois, dans les années 84, peut-être 84-85. Je faisais tout un travail, j'étais moi-même adolescent sur la comtesse de Ségur et j'avais passé l'annonce dans Télérama pour dire que j'étais à la recherche de documents, d'archives, et elle m'avait appelé, envoyé beaucoup de choses. Une femme qui m'expliquait qu'elle passait beaucoup de temps à aller fleurir la tombe de tous les morts de la révolution russe
les nobles, voilà, et qui m'a envoyé beaucoup d'archives, beaucoup de choses, et puis jusqu'à ce qu'elle meure, en réalité, assassinée. Vous ne l'avez jamais rencontrée? Je l'ai jamais rencontrée, mais on a beaucoup conversé, discuté. Elle écrivait, elle avait une écriture très assez typique, très scolaire, voilà, et lettrée. Je crois qu'elle avait été enseignante, cette femme, ou institutrice à Aubervilliers. Voilà, donc elle avait tout un discours là-dessus, sur l'éducation, sur. Elle était assez réactionnaire. Hein, Ah bon? Rétrospectivement, je crois pouvoir dire ça, ou disons traditionnelle, quoi, peut-être pas réactionnaire, mais traditionnelle, très. Voilà, elle, je crois qu'elle parlait beaucoup de ses anciens. Elle était déjà retraitée à ce moment-là, évidemment, de son métier. Elle parlait beaucoup de ses élèves, et je crois qu'elle avait gardé des relations avec certains de ses élèves. Donc, j'ai ce souvenir. Et quand elle est morte, en fait, c'était j'ai à la fois le souvenir, on devait se voir, bon, puis les choses se sont pas faites. Je vivais en banlieue parisienne, puis j'étais un enfant en fait. Donc, mais j'ai le souvenir que quand elle est morte, c'est un peu comme si le fait divers était venu frapper à ma porte en fait, comme si, voilà, c'était étonnant. Il faut que je serve. Oui, je vous en prie. Hein. J'arrive sans prévenir, je suis désolé. Oui, c'est ça, c'est une entrée. Et monsieur est un homme très très occupé à qui je peux donner des livres. Donc c'est une petite librairie avec un plafond très haut. Et là, Julien monte sur une échelle. Qu'est-ce que vous cherchez, monsieur, comme livre? Je cherche un livre de Pavès qui s'appelle Le Bel été. Donc, pour que je comprenne bien, donc vous étiez un adolescent, un enfant. J'étais un enfant. Et vous vous intéressiez à la comtesse de Ségur. Comtesse de Ségur. Mais pourquoi? Par atavisme familial, par espèce de transmission dans les familles bourgeoises. C'était des lectures de mes grands-parents, assez bourgeois en fait. Voilà, donc c'est une espèce de transmission, pour dire familiale, quoi. C'était aussi très loin de moi, je vivais à Cergy, en banlieue, voilà. Et en même temps, je pense aussi que je l'ai lu en fait assez tardivement, précisément à un âge en fait où on la lit plus. J'avais un grand intérêt pour la lecture d'une manière générale, et donc peut-être c'est aussi la première autrice que j'ai lu avec un esprit critique, je dirais, ou en percevant qu'au-delà des textes qu'on lit, il y a d'autres choses à dire, du sous-texte, et voilà, en l'espèce de la transmission des valeurs, voilà, et donc j'avais envie de voir comment c'était fabriqué, qui était cette femme. Et donc j'ai fait comme un espèce de travail, je me disais, j'avais 14-15 ans, je me disais, je pourrais écrire un livre sur elle. Donc, c'est là que vous avez diffusé une annonce sur Télérama? En fait, là, à ce moment-là, j'ai commencé à aller travailler aux archives Hachette, j'ai écrit à Hachette. J'étais très bien reçu par un monsieur qui s'appelait Monsieur L'Antoinette, qui était l'archiviste, alors là, qui m'a donné à lire des correspondances, enfin, c'était intéressant. Et donc pour aller plus loin, voilà, j'ai passé cette annonce. Vous vous souvenez de ce qu'elle disait, cette annonce? Que j'avais 15 ans, que je cherchais à me documenter sur la comtesse de Ségur, voilà. Et alors j'ai eu deux types d'appels. Beaucoup de pédophiles homosexuels très intéressés à l'idée de punition corporelle. En tout cas, j'avais beaucoup de ce type de propositions en fait. Voilà. Et puis cette femme qui un soir m'a appelé, et donc voilà, une relation s'est engagée comme ça, épistolaire et téléphonique. Elle était très intéressée de tous ces Russes blancs, c'est ça qu'elle retenait, hein, la comtesse de Ségur, c'est la fille d'un gouverneur de Moscou, voilà, arrivée de Russie à Paris, après Napoléon, forcément. Donc elle a vu l'incendie de Moscou, tout ça, enfin, la comtesse de Ségur. Voilà, la connexion s'est faite comme ça. Et en fait, elle est morte finalement assez peu de temps après, peut-être 4-5 mois après. En fait, cette correspondance, elle m'a envoyé beaucoup d'enveloppes de documents, de photos. Et dans un déménagement, ma mère a tout jeté. Donc j'ai plus rien de ça, mais voilà, j'ai le souvenir d'avoir reçu
cette enveloppe et puis d'avoir appris qu'elle était morte. Pourquoi elle a fait ça? C'était une démarche pédagogique ou amicale? Peut-être par curiosité, peut-être un peu par ennui, par besoin de s'occuper. Je veux dire, si on a le temps d'aller fleurir la tombe de tous les Russes blancs à Sainte-Geneviève-des-Bois ou ailleurs morts, on doit avoir le temps de téléphoner, de peut-être s'ennuyer un peu, ou peut-être, je crois pas qu'elle ait eu d'enfant en fait. Voilà. Et elle était lectrice de Télérama, on peut dire ça aussi. D'accord, ça c'est une info. Voilà. Et vous dites elle fleurissait des tombes d'aristocrates russes à Sainte-Geneviève-des-Bois. Parce qu'il y a là un cimetière orthodoxe en fait, connu. Je ne sais pas si elle-même était d'ailleurs orthodoxe ou ce qu'elle était, mais enfin voilà, en tout cas elle connaissait l'histoire de ces gens et elle, voilà, le sentiment, j'ai le souvenir de quelqu'un intéressé de ces questions de généalogie, de grande famille. D'accord. Vous avez une cliente. Voilà. Pardon. Bonjour. Torture, coups de ciseaux, strangulation, étouffement par sac plastique, absorption de liquide vaisselle. La comtesse de Ségur, c'est une auteure très morale ou moralisatrice, dans lequel le mal est toujours puni et la vertu toujours récompensée en fait. Et pour le coup, sans doute qu'elle avait beaucoup de vertu et de rigidité et de cette femme, mais enfin voilà. Vous parlez d'Iohanna ? Oui, je veux dire, je me souviens dans les conversations téléphoniques, elle avait beaucoup de propos sur le laxisme dans l'éducation, sur... et moi, je ne crois pas que les modèles éducatifs de la comtesse de Ségur soient des bons modèles éducatifs. Je crois qu'elle, elle croyait que oui, hein. Très pieuse. Je pense qu'elle devait être assez croyante, cette femme. Ça, j'en sais rien. J'imagine. Ou peut-être on invente un personnage. Des personnages, hein. Elle trouvait que justement les châtiments corporels, c'est très présent quand même dans la comtesse de Ségur. Elle était quand même partisane de méthodes d'éducation un peu strictes, quoi, disons. Et d'ailleurs, ce qui nous fait questionner aujourd'hui peut-être beaucoup ce type de lecture de la comtesse de Ségur, c'est que ces enfants en fait sont punis, sanctionnés, etc. De fautes. Enfin, je veux dire, la dimension de violence, elle nous apparaît parce que la faute qui sous-tend cette sanction ou cette correction éducative, elle nous paraît aujourd'hui complètement absurde. Donc on ne voit plus que la violence. Quand vous me parlez de châtiment corporel, ça me fait penser à la façon dont sa vie s'est terminée, parce qu'elle a été torturée. Je ne sais pas. En plus, dans l'idée de châtiment, il y a l'idée qu'on a commis une faute. Elle n'a commis aucune faute. Donc le châtiment corporel, il est éducatif ou moral. Elle, dans tous les cas, ça pouvait être aucun châtiment, juste une violence. Est-ce que vous avez trouvé une réponse à vos questionnements d'adolescent à l'époque ? Oui, surtout qu'en plus, je ne sais pas exactement quelle était la question en fait. Je cherchais la question de la question en fait. Donc la comtesse de Ségur, c'est les petites filles modèles, c'est des personnages de filles, c'est un peu une littérature pour filles, hein. Moi j'avais beaucoup de questions sur mon genre, mon identité sexuelle, ou mon orientation sexuelle, ou peut-être qui était très informulée à l'époque. Les filles, je crois, lisaient La Comtesse de Ségur, les garçons, La Refraie Jules Verne. Je sais pas, donc j'affirmais ça que moi, c'était plutôt La Comtesse de Ségur que Jules Verne. C'est pas des lectures, par exemple, que je recommanderais. Je comprends pas exactement pourquoi, d'ailleurs, ça a eu une importance comme ça. Je pense parce que j'avais peut-être un questionnement sur qu'est-ce qui fait famille, qu'est-ce que c'est qu'une famille. Voilà, et donc, oui, alors, voilà, peut-être la question était celle-là, et si la question est de savoir est-ce que j'ai trouvé une réponse à cette question-là, oui, j'ai ma famille, j'ai mes enfants, je ne suis plus du tout le lecteur de ce type de lecture. Je ne crois même pas qu'on l'ait ici à la librairie, en fait, donc je ne crois même pas que je le recommanderais, donc non, en fait, j'ai pas trouvé de réponse, mais sinon que j'ai continué à être lecteur, éditeur, libraire, père de mes enfants, mari de mon mari, voilà, que j'ai
Et ça, Ioana Secaresco, elle n'a pas perçu ces questionnements profonds. Pas. Absolument pas, absolument pas. Comment vous avez appris sa mort? Je crois, moi en fait j'étais lecteur de Libé, donc adolescent, j'achetais tous les matins Libération. Et donc je crois que je l'ai appris dans Libération en fait, j'imagine. Et ça vous a fait quoi? Ça m'a étonné et on peut pas dire attristé, mais voilà, ça m'a fait dire que en tout cas comme moi, ma vie d'adolescent, au fond, comme la vie de tout le monde, elle est aussi tramée sur des faits divers, sur des faits de société, on a nos propres parcours et que parfois ces parcours elles se superposent à eux, je sais pas, une dimension historique ou de faits divers ou d'une certaine manière, ça l'historiciser, quoi, ça la faisait rentrer dans l'histoire. Enfin, et puis du coup, quand j'ai repris cette librairie, et m'est revenu en fait le fait que c'est le quartier. C'est dans le quartier. Moi j'habitais Cergy, donc j'avais aucune relation en fait avec ce quartier. Que maintenant j'habite aussi boulevard de Clichy, la librairie est rue des Martyrs. Voilà, c'est devenu mon quartier. Donc j'ai eu aussi ce souvenir-là. Et puis voilà, cette librairie pendant très longtemps a été tenue par un Roumain. Voilà, donc peut-être que c'est aussi une librairie qu'elle a fréquenté en fait, comme elle était d'origine roumaine. C'est ça, donc voilà, j'ai imaginé ce genre de choses. Qu'est-ce qu'elle aurait dit elle-même de ce qui lui est arrivé en fait? Comment elle aurait... C'est impossible, mais... Analyser ça. Peut-être elle aurait rangé ça dans toutes ces régressions dues au progrès, je sais pas comment dire, peut-être qu'elle en aurait tenu sa propre histoire, aurait nourri son propre discours en fait. Qu'est-ce qu'elle aurait pensé de ça? C'est difficile à dire, mais que des choses comme ça soient possibles, ça l'aurait certainement pas étonné. Comment il s'appelait le monsieur roumain qui avait cette librairie avant? Bonjour, il s'appelait Vassiliou. Vassiliou comment? Monsieur Vassiliou, je sais pas quel était son prénom, mais je saurais pas vous dire. C'est drôle, le père de Ioana Secaresco s'appelait Vasile. C'est drôle. Peut-être c'est des prénoms très communs. Sûrement. En Roumanie. Hein. Bon merci beaucoup. Je sens que votre temps est précieux. C'est vrai. À bientôt. Allez, au revoir. Je redescends la rue des Martyrs et je me demande qui était vraiment Ioana Secaresco. Est-ce que j'ai pas dessiné un portrait d'elle trop élogieux ou idéalisé, un peu trop naïf? Le fait qu'elle ait été victime de cet horrible assassinat m'a peut-être aveuglé et rendu trop indulgent à son égard. Justement, à présent, je quitte Paris pour quelques heures pour rendre visite à une ancienne élève de Ioana Secaresco. Elle s'appelle Edith, elle habite en banlieue et j'espère en apprendre un peu plus. Il fait un peu gris et je suis à Saint-Brice-sous-Forêt, à 15 km de Paris. Je suis dans une banlieue pavillonnaire, assez modeste. Les rues sont pratiquement désertes et je me dirige vers des immeubles. Je vais rencontrer Edith. C'est Nadia, l'ancienne élève de Ioana Secaresco, qui nous a mis en contact. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on s'est contacté sur Messenger, mais il y a eu la crise sanitaire, on n'a pas pu se voir. Je continue à essayer de dessiner le portrait de Ioana Secaresco à travers les yeux de celles et ceux qui l'ont connue. Il y a un jeune couple habillé en noir qui marche vite en se tenant par la main. J'arrive devant le numéro 4, je sonne. Oui? Oui, bonjour Edith, c'est Julien. Oui, je suis au 3e. Hein. D'accord, merci. Bonjour. Bonjour.
Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va bien, merci. Je suis déjà enregistrée. J'ai déjà branché mon micro, ouais. Ah bon? Ouais. Oula. Alors, moi c'est la première fois, donc je sais pas trop... Vous êtes interviewé? Bah, j'ai jamais été interviewée, hein. Allez-y, rentrez. Merci. Je suis ravi de vous rencontrer. Oui, ça fait longtemps, ça fait 1 an, depuis le début du Covid, hein. Un petit café peut-être? Oh bah avec grand plaisir. Ah bah oui. Un grand ou un petit? Un petit. Vous prenez du sucre? Elle fait du bruit, notre machine. Ah bah oui, bon. Alors c'est chez vous? Oui, c'est chez moi, ouais. Là on est dans votre salon. Oui. Il y a un tapis pour s'entraîner. Oui, c'est ça. Comment ça s'appelle, un tapis de course? Oui. Il y a une grande télé. Oui. Un iPad sur la table basse. Oui. Un petit coin à ordinateur. Oui. Et une guitare électrique. Oui, une électrique et j'en ai 2 autres là. Une folk et une classique. Mais bon, je joue pour moi. Je suis pas dans un groupe. Enfin, ça fait 4 ans que j'apprends. Je suis pas encore... Quand me suis retrouvée à la retraite. C'est pas évident. Je fais mieux d'habitude. J'ai ouvert mon ordi parce qu'il y a la photo. Vous l'avez peut-être déjà vue. Oui, j'ai déjà vu cette photo. Voilà, c'est Ioana Secaresco, voilà, qui est dans sa salle de classe. Oui, voilà, c'est ça. Là, c'est ma sœur. C'est Nadia qui, au décès de Mlle Secaresco, a été appelée par le notaire, d'après ce qu'elle m'avait dit, et elle lui avait légué des livres, et elle avait trouvé cette photo. Et par copain d'avant, elle me l'avait envoyée parce qu'elle savait qu'il y avait ma sœur. D'accord. Voilà. Et vous l'avez mise en fond d'écran, cette photo? Oui, comme je savais que vous deviez venir, donc ça fait 1 an qu'elle est en fond d'écran, c'est plus facile que d'aller chercher dans les fichiers et de vous la montrer, quoi. Est-ce que vous pouvez me la décrire? Parce que les gens n'ont pas l'image. C'est une salle de classe des années 62, avec au fond il y a des vestiaires, une grande armoire. Nos bureaux de l'époque. Moi, je pense j'étais sur la droite, moi. Enfin, je suis pas sur cette photo puisque c'est ma sœur. Et vous étiez dans cette salle de classe aussi? J'étais dans cette salle, oui. Là, c'était sa salle à elle, sa salle de classe. On voit des élèves de ces années-là, oui, des manteaux accrochés au fond. Voilà, c'est ça. Et au fond de la classe, Ioana Secaresco qui est debout. Voilà, c'est ça. Oui, elle est debout et elle pose pour la photo. C'était la maîtresse classique, voilà. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'était la maîtresse. Je sais qu'à l'époque, les maîtresses étaient habillées comme à l'époque, quoi. Mais elle était particulière quand même. Son carré, ses cheveux grisonnants, sa blouse qui arrivait... pas aux chevilles, mais aux mollets, ses chaussures plates, son sac en bandoulière, donc très... Maintenant, on dirait rétro, évidemment, mais je vais oser le mot. C'était vraiment la vieille maîtresse, même si je ne sais pas quel âge elle avait. Mais moi, de mes 6 ans, j'avais l'impression d'avoir une mémé, malgré que, peut-être que c'était pas une mémé, finalement. Alors, c'était dans les années 60 ? Oui. Elle avait 50 ans ? Voyez. Et il n'y a pas de sourire. Elle pouvait être sévère. C'était, à l'époque, si on faisait une bêtise, on montrait les doigts et on avait notre coup de règle sur les doigts. C'est vraiment la maîtresse de la vieille école. À suivre. Cerno. Merci à Farah et Théo, ainsi qu'à tous les contributeurs au Patreon qui financent ce podcast. Si vous aussi vous souhaitez participer, discuter, écouter des épisodes inédits et autres bonus, rendez-vous sur patreon.com/cerno. patreon.com/cerno. Et si vous ne pouvez pas, partagez cet épisode sur les réseaux sociaux et mettez des étoiles sur Apple Podcast. Ça m'est toujours très utile. Rendez-vous dans 15 jours pour la suite de nos aventures. Et d'ici là... Blablabla.
Ne laissez pas traîner vos Ne grands-mères. laissez pas traîner vos grands-mères.